Cyber Shadow, c'est un jeu qui est sorti le 26 janvier 2021, développé par Mechanical Head Studio et édité par Yacht Club Games, les gars qui étaient derrière Shovel Knight. Alors, je suis un petit peu trop jeune pour avoir une grande culture de jeunesse, mais pour moi Cyber Shadow c'est une remise au goût du jour de Ninja Gaiden. On est sur un jeu de plateforme en 2 dimensions avec du combat au sabre, un enchaînement de niveaux qui sont entrecoupés de cinématiques, un certain nombre de boss, le tout dans une esthétique 8 bits. Mais c'est aussi rempli, comme c'était le cas pour Shovel Knight, de plein d'inspirations rétro. On a les PV dans les murs qui rappelleront Castlevania, les drops de vie à la Megaman, et plein de petites choses que vous pourrez découvrir par vous-même. Mais ça reste un jeu au goût du jour avec pas mal de secrets à découvrir, beaucoup de verticalité, beaucoup plus de boss que prévu, et à mon sens, un seul défaut. Alors, si vous aimez ce genre de jeu, vous pouvez pas vraiment vous tromper avec Cyber Shadow, hein. Sachez juste que c'est plutôt dur. Alors il y a beaucoup de checkpoints, il n'y a pas de game over, donc le jeu est pas particulièrement insurmontable, mais si vous avez du mal, il n'y a aucune option qui permet de se rendre la vie plus facile. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je considère être le gros défaut du jeu, c'est ce dont je vais parler en premier, en essayant de garder les spoilers au minimum, même s'il risque d'y en avoir quelques-uns. Dans tous les cas, vous êtes prévenus, bienvenue dans cette critique de Cyber Shadow. Alors le jeu il commence avec une explosion. On se réveille d'une sorte de stase et on a directement le contrôle du personnage. Des contrôles qui sont très simples. Saut et coup d'épée, on peut même pas se baisser. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'on commence avec un seul point de vie. C'est pas grand chose, mais ça permet tout de suite de se rendre compte de l'importance des packs de vie, comment est-ce qu'ils fonctionnent, et le fait que les checkpoints ne nous soignent pas. Alors le premier niveau, je trouve que c'est un très bon tuto. Il commence avec un ascenseur, ce qui suggère qu'on aura beaucoup de verticalité dans le jeu, ce qui va être le cas. De la même manière, on va rencontrer des ennemis au corps à corps, des ennemis volants, des ennemis à distance. On doit casser certains éléments du décor pour progresser, et il y a d'autres éléments du décor qui vont être annexes et renfermer quelques secrets. Et à la fin, il n'y aura pas un, mais 2 boss. Presque tout ce qu'on va rencontrer déjà là. En tuant le second boss, on récupère la première de nombreuses améliorations qui vont venir étoffer notre personnage au fil du jeu. Le deuxième niveau commence, et le level design nous force à utiliser notre nouvelle technique pour progresser. Jusque là, tout est parfait. Et puis, un ennemi nous touche, nous repousse, et on tombe dans des pics, un trou, ou ici, une sorte de mâchoire, et on meurt. Alors, ça peut sembler comme étant pas grand chose. Mais pour moi, ça, c'est le gros problème de Cyber Shadow. Oui, vous allez mourir encore et encore comme ça. Surtout les pics. Le jeu en est tapissé. Il y en a au sol, au plafond, sur les murs. Il y en a même sous des tas de caisses alors qu'ils sont complètement inatteignables. Et les ennemis sont juste au bon endroit pour vous pousser dedans. La distance à laquelle on est repoussé à chaque prise de dégâts et l'invulnérabilité très courte qui s'ensuit, pour moi, c'est parfaitement designé pour nous tuer. Alors ok, vous allez sans doute vous dire que j'ai un problème avec les pics, et c'est peut-être le cas, oui, mais pas que. Pour moi, il y a une manière de voir les pics, comme pour voir n'importe quelle source de dégâts. Prenons par exemple Céleste, un jeu de plateforme avec un personnage qui est capable de marcher, sauter, courir, dasher, et de combiner tout ça dans des sauts d'âge, des démos d'âge, et d'autres techniques improbables faisant de Madeline un vrai ninja. Le jeu se base sur cette multitude de mouvements et nous teste. Chaque salle est courte, et chaque salle demande une grande précision afin de passer à la suivante, qui va demander encore plus d'engagement de la part du joueur, et ainsi de suite. Si vous échouez en touchant un pic, du feu, un ennemi, en tombant dans un trou, vous recommencez. Le jeu est uniquement à propos de plateforme, et donc chaque erreur vous tue. Parce qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Dans cette situation, c'est logique d'avoir un seul point de vie, et donc que tout vous tue. Et tout ça fonctionne, hein, grâce à des salles courtes, au fait de repartir vite après une mort, et grâce au mouvement du personnage qui permettent de vraiment mettre la plateforme au cœur du jeu. A l'inverse, The Messenger, bien qu'ayant une dimension plateforme très présente, donne aussi beaucoup plus du côté action-combat. Le jeu est rempli d'ennemis qu'il va falloir tuer et éviter, de boules de feu ou de pièges à pic. Et à la fin de tout ça, des boss. Et comme pour Cyber Shadow, le côté plateforme est bien moins poussé et les mouvements du personnage sont plus limités. Les checkpoints sont plus éloignés que sur Céleste, il faut réussir à survivre à beaucoup d'obstacles entre chacun d'entre eux. Le jeu n'attend pas de nous la perfection, et pour ça, il nous donne des points de vie, symbolisant le nombre d'erreurs que l'on peut faire avant de mourir. Et donc logiquement, rater un saut ou tomber dans les pics sont punis de la même manière que rater un coup d'épée. On perd juste une partie de notre vie. On peut tout de même mourir en tombant dans les trous, ce qui m'étonne toujours dans un jeu sans dégâts de chute. Et je trouve ça d'autant plus douteux qu'on a des zones cachées sous certains trous. Mais peu importe, je trouve juste qu'une solution comme dans Sekiro, qui est de nous faire respawn à côté du trou où on vient de chuter aurait été encore plus agréable, car elle suit cette logique. Le jeu nous autorise à faire des erreurs. Et c'est pour ça que cet ennemi qui ne me tue pas,
mais me pousse vers une mort certaine me dérange tant. Si être tué à chaque fois qu'une erreur nous fait tomber dans les pics est une bonne mécanique, pourquoi ne pas avoir fait en sorte que toutes les erreurs nous tuent? Et si le but du jeu c'est de traverser de longs niveaux en cherchant dans les murs des drops de vie pour continuer à progresser au milieu de robots tueurs, pourquoi avoir décidé d'ajouter des éléments qui nous tuent en un coup? Pour moi il s'agit de deux logiques qui sont complètement opposées. D'un côté la perfection de la plateforme avec les pics, comme on peut avoir dans Céleste, et de l'autre la tolérance d'un jeu d'action et ses points de vie, comme on a dans The Messenger. Deux logiques qui selon moi ne fonctionnent absolument pas ensemble. Alors peut-être que vous trouvez que je suis trop dur, et que c'est pas parce que The Messenger a des pics qui ne tuent pas que tous les jeux devraient faire la même chose. Alors laissez-moi vous parler d'un jeu qui a aussi décidé d'avoir des pics qui infligent seulement quelques dégâts. 2 points de dégâts pour être précis, ce qui en fait un des jeux avec les pics les plus gentils que je connaisse. Ce jeu, c'est Cyber Shadow. Oui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire cette vidéo. Ce jeu, dans lequel vous allez mourir des centaines de fois contre des pics. Ce jeu qui a placé des mobs exprès pour qu'ils vous poussent dans ces pics. Ce jeu a également des pics qui n'enlèvent que 2 points de vie. Et ça me dépasse qu'un jeu puisse posséder les pires et les meilleurs pics et sortir comme ça. Comment justifier l'existence de l'un sans rendre caduque l'existence de l'autre? Là encore, en écrivant ces lignes, je comprends pas comment c'est possible. Alors j'imagine que vous allez me dire, mais c'est pas du tout la même chose, les pics qui font qu'un dégât sont différents, on les voit pas si on n'est pas assez près. Alors, déjà je répondrai que c'est le cas pour toutes les choses de la vie. On va jamais skier trop loin. Mais non, j'entends bien le fait qu'en effet, on a l'impression que le sol n'a pas de pics, et ils apparaissent quand on se rapproche. Ce qui peut être un peu déroutant, et sans doute la raison pour laquelle ces pics-là ne font que 2 points de dégâts. Mais, le jeu il propose des moments de cyber-infiltration. Alors, je sais pas si c'est le bon terme, mais on va faire avec. En gros, on entre dans un mini-niveau dans un ordinateur pour permettre de le déverrouiller. Le gameplay change pas par rapport au jeu de base, sauf que les éléments du niveau ne sont visibles que de très près. Y compris les pics. Des pics qui, vous l'aurez deviné, nous tuent au moindre contact. Alors, comment est-ce possible si la logique c'est de faire en sorte que les pics invisibles ne nous tuent pas en un seul hit? Tout ça, ça fait aucun sens pour moi. Plus j'y pense, et plus j'arrive à la conclusion que si les pics de Cyber Shadow nous tuent en un hit, c'est parce que les pics de Megaman nous tuent en un hit, parce que les pics de Ninja Gaiden nous tuent en un hit. Quoi? Et merde, ok. Alors, j'étais en train d'éditer la vidéo, et je voulais avoir quelques images de jeu pour illustrer mon propos, j'ai relancé ma NES avec Ninja Gaiden, direction les premiers pics du jeu, et bien entendu, il one-shot pas. Alors, j'ai pas joué au jeu depuis longtemps, et je me demande si c'est parce que c'est un jeu NES que je me suis dit que ça devait forcément nous tuer en un coup. Je pense pas être le seul à m'être dit ça d'ailleurs. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous s'attendaient à me voir mourir ici. Et bien entendu que c'est pas le cas. Là aussi, on est sur un jeu qui nous demande de traverser des longs niveaux remplis d'ennemis en gardant suffisamment de vie pour affronter un boss. Logiquement, les pics ne nous tuent pas. Bon. Après je dis ça, mais à la place, il y a des trous partout. Des trous avec du vent, des trous dans la nuit, des trous avec des oiseaux qui nous poussent dedans. Et c'est vite relou. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Pour moi, ces pics qui one-shot n'ont ajouté que de la frustration. La frustration de mourir encore et toujours contre des pics et jamais contre les ennemis. La frustration de mourir uniquement à cause d'un élément de gameplay dont l'existence même va à l'encontre de tous les autres. Une frustration telle que j'ai eu du mal à apprécier les autres éléments du jeu, notamment ceux dont on va parler maintenant, les combats et surtout les boss. Le système de combat est assez simple. De base, vous pouvez taper uniquement devant vous, avec un grand arc qui compense le fait d'avoir un perso qui est toujours debout. Et au fur et à mesure du jeu, on va gagner l'option de taper au-dessus et au-dessous de nous. Le coup au-dessus, il peut avoir lieu que depuis le sol, et il va projeter du feu contre un peu de magie. L'attaque en piqué, qui permet de taper en dessous de nous, elle ne peut être faite que pendant un saut. On gagne également un dash qui permet de passer au travers des ennemis ou de différents obstacles, un shuriken magique, et la possibilité de renvoyer les projectiles ennemis. La maniabilité, elle est un peu étrange au début. Pour renvoyer les projectiles, il va falloir appuyer dans la direction du projectile juste avant qu'il nous touche, pour pouvoir le bloquer, et ensuite taper dans la petite orbe bleue que ça va avoir créée, pour la renvoyer dans l'ennemi. Me rendre compte qu'on peut tout contrer, et pas seulement certaines attaques ennemies, en fait de loin mon upgrade préféré. Alors le système a beau être plutôt simple, le jeu réussit à très bien utiliser les différentes aptitudes. Les différentes magies permettent d'activer des interrupteurs ou de casser certains objets à distance, et la récupération du saut après avoir cassé un objet avec l'attaque en piqué permet d'accéder à certaines zones avant l'obtention du dash. Et j'aime beaucoup ça, quand les aptitudes de combat trouvent une utilité en dehors de juste faire la bagarre. Il y a aussi beaucoup de détails dans le design des ennemis, comme ces machines bombardiers qui portent 3 bombes et qui changent d'attaque une fois larguées, ou les robots à qui on peut casser les bras et qui peuvent alors plus nous tirer dessus. Mais ce sont les boss qui m'ont le plus impressionné. Le seul bémol, c'est qu'il m'a fallu faire le jeu 2 fois pour vraiment en prendre conscience. J'ai fait le jeu une première fois en cherchant tous les secrets, en retournant dans les anciens niveaux pour obtenir le 100%,
Parce que oui, on peut retourner dans les anciens niveaux, et c'est quelque chose qui est vraiment cool dans le jeu. Puis j'ai tenté un lot %. Alors, je dis tenter parce que j'ai fini par obtenir un point de vie en rab. Ça aura pas eu trop d'impact, parce que je me suis jamais retrouvé dans un combat où j'ai survécu avec un seul point de vie, mais je préfère être honnête. Bref, c'est en jouant au lot % que j'ai vraiment pris du plaisir sur les boss. Le plus plaisant avec les boss, c'est leur absence de frame d'invulnérabilité. Vous savez, ces moments où après un coup, le boss devient intouchable. Ici, vous pouvez les taper encore et encore. Si votre lame touche quelque chose qui peut prendre des dégâts, alors ça prend des dégâts. Sur certains boss, il y a des zones qui vont être protégées et qui obligent à détruire une partie annexe pour rendre le boss vulnérable. Mais même dans ces moments-là, le temps pendant lequel on peut taper l'ennemi n'est pas lié aux dégâts faits. Et la meilleure découverte que j'ai eue était sur le boss araignée, celle du train, celle qui ferme son œil à chaque hit. Quand je me suis rendu compte qu'on pouvait retaper l'œil avant qu'il soit complètement fermé, si on attendait qu'il soit suffisamment ouvert pour mettre le premier coup. Et la plupart des boss sont comme ça. Ils ont pas mal de vie et prennent un peu de temps à battre, avec différentes phases en fonction de leur PV. Et on a alors un double apprentissage. D'un côté, on apprend les patterns et on survit plus longtemps, et de l'autre, on découvre plein d'ouvertures qui permettent de réduire le temps passé sur les phases du début. Certains boss qui semblaient impossibles la première fois finissent battus sans le moindre effort une fois qu'on a compris la méthode. Une méthode qui demande souvent une utilisation d'un peu toutes les armes de notre arsenal. Le seul bémol, c'est que, comme je le disais, j'ai besoin de faire le jeu en lot %, et donc avec très peu de vie pour vraiment apprécier les boss. C'est assez facile de mettre de côté tout ce que je viens de dire pour juste taper le boss le plus vite possible en espérant le tuer avant qu'il ne nous tue. C'est une méthode qui marche dans beaucoup de situations et qui casse pas mal le travail qui a été fait. Cela dit, je trouve très bien qu'on puisse réussir à progresser dans le jeu sans devoir apprendre précisément les différents patterns, et c'est loin de rester vrai pendant la totalité du jeu, spécialement vers la fin. Malgré ce que je viens de dire, tous les boss sont pas exceptionnels. Mais il y a beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, et la quantité rime quand même plutôt avec la qualité. Certes, ils sont pas tous exceptionnels, mais il n'y a pas spécialement de mauvais boss. J'en ai un seul en tête, mais c'est même pas pour des raisons de gameplay, et j'y viendrai un peu plus tard. Les changements de phase après avoir perdu suffisamment de vie dynamisent pas mal les combats et donnent de bonnes surprises. Mon seul reproche concernerait uniquement certains d'entre eux, notamment le biotracker, qui donne vraiment l'impression de pas réagir à ma présence, mais à seulement faire sa vie de boss dans son coin, en tirant là où on lui dit de tirer, plutôt que là où je me trouve. Ce qui lui donne un côté un peu stupide. Par contre, il a une deuxième phase qui est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé le Mecha Dragon, par nostalgie, par amour de Metroid Fusion, le Scrambler pour la surprise de devoir détruire le pilote une fois qu'on a détruit l'armure, et j'ai déjà évoqué l'araignée du train, ce qui laisse deux autres boss dont je voudrais parler. Le premier, c'est Combinatron. C'est un boss qui prend des dégâts quand on lui tape dans la tête, avec 2 mains qu'il soigne dès qu'il a moins de 50% de sa vie. Si vous êtes malin, vous déciderez sans doute de détruire les mains, l'empêchant de se soigner et réduisant sa force de frappe, puisqu'il a tendance à vouloir vous écraser avec. Ou alors, vous pouvez être comme moi et décider que vous allez le détruire sans les casser. J'y ai passé pas mal de temps et j'étais incapable de réussir à lui mettre le nombre de dégâts suffisant jusqu'à ce que je me décide d'aller chercher les lames yo-yo dans une autre zone du jeu. Et là, j'ai défoncé sans problème. Les lames yo-yo, c'est une des différentes armes secondaires présentes dans le jeu. Il y en a qui sont plus ou moins puissantes, et on les perd après avoir pris 3 hits. On peut les récupérer de manière fixe dans certaines pièces, ou les acheter sur certains points de sauvegarde. Ce qui fait que je les ai jamais utilisés dans ma run à contrainte. C'était un moment un peu fou pour moi quand j'ai finalement réussi à détruire Combinatron à main nue, et je trouve exceptionnel que ce soit possible. Le second dont je veux parler ici, c'est le sujet alpha, qui m'a fait réaliser la puissance du compte. J'étais plus que content quand j'ai vu qu'on pouvait contrer les colonnes de lumière sortant du sol. Puis dans la deuxième rencontre, on pouvait également contrer les spawns d'ennemis. Je trouve ça génial. J'aime également le fait qu'il garde son œil ouvert pendant sa grosse attaque qui envoie des pics partout. Me rendre compte qu'on pouvait enchaîner les attaques plongeantes dessus pour à la fois lui faire mal et me protéger m'a fait me sentir vraiment malin. Et j'aime bien quand les jeux me font sentir malin de temps en temps. J'aurais sans doute jamais réussi le combat contre Combinatron si j'avais pas compris la puissance de l'attaque sautée contre le sujet alpha. Cerise sur le gâteau, battre ce boss permet d'obtenir le sprint, changeant complètement la manière d'aborder les phases de plateforme du jeu et me donnant une transition toute trouvée. Le sprint, ou le dash, il va changer la manière de jouer. C'est la première amélioration qui permet vraiment de voir le jeu différemment, et c'est un dash assez différent de ce qu'on a d'habitude. En appuyant sur un bouton, notre personnage va se mettre à courir, et une fois en course, le fait de faire une attaque va nous téléporter en avant et nous redonner un saut. Si on a de la magie, on continuera alors à courir, et on pourra refaire un dash sans toucher le sol que si on détruit un ennemi ou un élément du décor. Et si un ennemi ou un élément du décor est détruit par l'attaque, on recevra automatiquement un groupe de magie. Et bien sûr, si jamais on arrête de maintenir la direction, on s'arrête de courir, et le dash ne se déclenchera plus lors de l'attaque. J'adore cette approche du dash. Il faut toujours courir pour l'utiliser, donc on doit maintenir la direction, ce qui nous place dans une sorte d'auto-scroller qu'on se crée pour nous-mêmes. Ensuite, le seul moyen d'enchaîner les dashs est de détruire quelque chose.
Les ennemis et les chandelles placés un peu partout deviennent des points d'accroche, et tout le plaisir du dash vient de ce dosage, de la maîtrise qu'il demande. C'est pas juste une glissade vers l'avant, il faut en maîtriser chaque élément, le moment où on attaque, celui où on saute, et quand réattaquer ensuite. Le fait qu'on drop de la magie à chaque fois qu'on détruit un ennemi nous encourage à continuer, tout s'imbrique parfaitement. Les ennemis qui se comportent toujours de la même manière prennent tout leur sens à ce moment-là. Ça permet d'apprendre ces sections pour réussir à voltiger dans les niveaux, sans avoir à attendre les plateformes. Le seul point négatif, c'est qu'il faut avoir un minimum de magie pour vraiment pouvoir l'utiliser. Je pense que les checkpoints auraient pu donner un point de magie par défaut pour éviter ces moments où on est presque privé du dash après une mort. Et il sert aussi contre les boss. Le fait que le dash permette de se téléporter quand on fait une attaque, c'est très bien pour passer dans leur dos et leur mettre beaucoup de dégâts. Comme je disais plus tôt, j'aime beaucoup quand dans un jeu qui combine deux genres, donc ici la plateforme et l'action, les techniques à notre disposition servent à la fois pour la plateforme et pour l'action. Mais avec ce dash, ça va plus loin, en réussissant à lier le combat et la plateforme avec un mouvement qui fait les deux en même temps. Pour moi, c'est ce qui en fait un des meilleurs dashs que j'ai jamais vu. Je vais pas spécialement m'étendre sur l'histoire du jeu. Je trouve qu'elle fonctionne bien. L'histoire avec l'ethos et l'essence, c'est un peu compliqué pour pas grand chose, mais les personnages ont tous des motivations logiques, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Que ce soit nous, le Dr Pregun ou l'appariteur, on veut tous sauver notre maîtresse. Alors ok, le choix de maîtresse, ça renvoie sans doute à Sensei, mais à chaque fois que je l'entends, ou que je le prononce, j'imagine soit qu'ils vont tous aller à l'école, ou qu'il y a une sorte de triangle amoureux chelou et qu'on trompe notre femme avec elle. Et bref. La maîtresse, elle est tombée malade, et le Dr Pregun, qui se trouve être père, utilise sa cybertechnologie du futur pour la sauver. Mais en plus de provoquer une immense explosion, il semble que ça n'ait pas vraiment marché, et que ça mette le monde en danger. La seule solution pour arrêter les dégâts, ce serait de libérer la maîtresse pour qu'elle puisse rejoindre l'ethos, une sorte de royaume spirituel chelou entre la vie et la mort, où se retrouvent les membres du clan de ninja dont on fait partie. Son père croit encore pouvoir la sauver à la Jésus, l'appariteur, qui semble être le mec qui tient la chandelle, décide d'aider le docteur. Je trouve que ça fait parfaitement sens. Les motivations des personnages sont claires et logiques. Le grand méchant n'a pas un plan machiavélique pour détruire le monde parce que c'est un vrai méchant, non. Il veut juste sauver sa fille en étant convaincu que tout retournera à la normale ensuite. Et nous, on est un cyber ninja qui cherche à la libérer comme la tradition ou l'espèce de religion du clan l'indique, respectant ainsi sa volonté. Et j'aime ça. J'aime quand les motivations des protagonistes sont logiques et font sens comme ici. Alors oui, l'ethos et l'essence, qui est une sorte d'énergie vitale, sont pas forcément super clairs, puis il y a des dragons et des élémentaires. Mais ça rajoute une dimension sauvetage du monde que j'aime bien, parce que je trouve ça toujours cool de sauver le monde. Le seul point qui me dérange dans l'histoire, c'est le traitement de l'appariteur. Je sais pas si c'est volontaire qu'il soit aussi ridicule, mais j'ai vraiment eu du mal à le voir autrement qu'un bon PNQ. C'est censé être l'homme de main du Dr Pregun, un des meilleurs soldats du clan. Mais ce vieux traître ne pense même pas à se retourner lorsqu'il nous affronte la première fois, se laissant découper à mort sans rien faire avant d'être sauvé par une cinématique qui lui permet de croire que c'est lui, d'une manière ou d'une autre, qui aurait décidé de nous laisser la vie sauve. On ne le revoit pas avant le chapitre 8. Dans ce chapitre, on découvre Exo, une membre du clan transférée dans une moto-transformer. Apparemment, elle n'était pas trop du genre à se laisser faire, et elle a fini placée au rebut. On va la libérer dans une section de cyberhacking, et elle va décider de nous ramener à Mecha City, dans un autoscroller qui m'a toujours flingué les yeux. Alors, j'espère vraiment que je suis le seul dans ce cas-là. J'ai essayé toutes les options d'affichage, mais peu importe, ça changeait rien. Heureusement, assez rapidement, un énorme missile nous rattrape. Exo nous expulse en nous donnant un méga bouclier, et on se retrouve tout seul. On arrive dans une phase de platforming classique, à la recherche de Moto-chan dans les ruines de l'autoroute. Une fois fait, on repart avec elle dans sa forme de méga robot de l'apocalypse, avant de tomber sur un boss vaisseau, qu'on tue en tirant un peu au pif. Il s'écrase, ce qui nous permet de continuer, et après quelques écrans, l'appariteur arrive et nous paralyse. Il défonce Exo en hit, et tire un rayon laser qui la réduit en miettes mais ne nous tue pas. Et tout ça n'a aucun sens pour moi. Pourquoi est-ce qu'il en profite pas pour nous tuer? Pourquoi est-ce qu'il réutilise pas son truc qui paralyse sur nous plus tard, notamment lorsqu'on l'affronte à la fin du jeu, et où on va le défoncer? Alors peut-être que c'est un truc qui marche que sur Exo et pas sur nous, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on sort pas du robot pour le défoncer comme on l'a déjà fait au début du jeu? On est bien plus fort depuis, y a aucune raison de pas y aller. Pourquoi est-ce que le rayon laser défonce Exo mais ne nous fait absolument rien? La mise en scène me donne l'impression d'une mort gratuite et inutile d'Exo, alors qu'il y avait tout dans le jeu pour arriver au même résultat sans ces incohérences. Alors ok, je sais que je suis pas scénariste, j'ai aucune idée d'à quel point c'est compliqué de faire un jeu en y assemblant le gameplay, l'histoire et tout le reste de manière à ce que tout fonctionne. Mais je vais quand même proposer quelque chose qui me semble plus fonctionnel. On commence par découvrir Exo en forme de robot et pas en moto.
on la libère de la même manière que dans le jeu et on commence à avancer en tirant sur tout ce qui bouge. Assez vite, le gros vaisseau nous attaque, et une fois détruit, tire une salve de roquettes. Pour échapper à l'impact, Exo se transforme en moto et va le plus vite possible. On a la phase auto-scroller. Malheureusement, les roquettes finissent par nous rattraper, Exo décide alors de nous éjecter, et la moto explose. Et on peut se faire éjecter suffisamment tôt avant l'explosion pour justifier qu'on ait survécu. Ou alors il peut toujours y avoir ce super bouclier qu'Exo nous donne pour nous sauver, plutôt que d'utiliser pour elle-même parce qu'on lui semble plus important. On a alors la cinématique qui nous indique qu'elle est une ancienne membre importante du clan. Et on se réveille alors dans les ruines de l'autoroute, et on voit qu'un combat commence entre elles qui a l'air bien amoché, et l'appariteur. La phase de plateforme a lieu comme prévu, mais on arrive trop tard. L'appariteur, qui est bien plus fort pendant les cinématiques, a réussi à triompher, mais a quand même un peu souffert. Alors il fuit sans nous affronter. Peut-être qu'il décide de nous affronter quand même et qu'on a l'occasion de se battre contre lui une fois de plus. Et alors je suis peut-être tout seul dans ce cas-là, mais en prenant uniquement des éléments déjà présents dans le jeu, et en changeant leur ordre, on arrive à une séquence qui fonctionne sans facilité scénaristique. Au final, l'appariteur on le rencontrera une dernière fois en première phase du boss de fin. Il est clairement la phase la plus facile, à peine plus dure que la première fois qu'on l'affronte. Et devoir le retuer à chaque fois qu'on perd contre les phases suivantes aura vite fait de me convaincre que c'est pas grand chose de plus qu'un vieux relou. J'espère ne pas avoir été trop négatif avec le jeu. Même s'il y a certaines choses qui ne me plaisent pas, à part pour les pics, c'est surtout du pinaillage. Comme le fait qu'on puisse pas sauter dans ce trou la première fois qu'on passe dans la salle du gros laser, mais qu'il y a un chemin la seconde fois. Je voulais évoquer les wall jumps qui demandaient des inputs très précis pour être effectués, mais c'était dû à un bug qui a été corrigé, et la fenêtre pour sauter pendant un wall jump a même été agrandie. C'est une très bonne décision en ce qui me concerne, et je préfère un jeu un peu plus facile si ça peut éviter de la frustration. Le jeu il utilise très bien les codes du jeu de plateforme, mais il utilise également très bien les codes du jeu d'action. Il se permet d'y rajouter ses propres idées qui fonctionnent elles aussi très bien dans l'ensemble, mention spéciale pour le dash. Alors bien sûr, tout ça c'est pas parfait, mais il y a quand même énormément de qualité et un énorme soin du détail, que ce soit dans le design des ennemis, mais aussi dans la cohérence du monde. Est-ce que vous savez qu'il y a une salle pleine de tuyaux où on peut trouver plusieurs versions de la Légion et qui explique comment il peut se déplacer si facilement au travers de la ville? C'est un détail qui n'avait pas besoin d'être là, mais qui ajoute à l'univers en référençant un des plus vieux moyens de déplacement du jeu vidéo, et ça force le respect pour un jeu développé par une seule personne. Oui, ce jeu il a été fait par une seule personne, à l'exception de la musique et de quelques conseils de Yacht Club Game. J'ai entendu, alors attention, il n'y a rien d'officiel là-dedans, qu'un New Game Plus pourrait voir le jour. Et c'est tout ce qui manque au jeu en ce qui me concerne. La possibilité de profiter du dash dès le premier niveau, et d'affronter les boss avec toutes nos armes. Et peut-être même qu'alors, on pourra se baisser.